J'ai mis une bibliographie, je ne sais pas si elle est très visible de la salle, pour les textes que j'ai utilisés lors de la dernière leçon et pour ceux que je vais utiliser dans cette leçon. De toute façon, je crois que la semaine prochaine, je vais tout mettre sur le site de la chaire, comme ça vous pourrez avoir accès directement à cette bibliographie. Je vais commencer, comme je le fais toujours, par un petit rappel. Donc, lors de la dernière leçon, j'avais précisé quelques caractéristiques des collectifs que j'ai appelés analogistes, collectifs dont le rapport à la Terre constitue l'objet du cours de cette année. Deux d'entre ces caractéristiques m'ont paru prépondérantes. D'abord, la société humaine est ici indissociable du cosmos, les humains n'étant qu'une fraction d'un assemblage gigantesque comprenant une multitude d'êtres de toute nature. Ensuite, et parce qu'il faut faire tenir ensemble la foule immense des singularités dont ce genre de collectif socio-cosmique est composé, eh bien, il est toujours découpé en unités constitutives, interdépendantes, que structure une logique d'emboîtement segmentaire. Et chacun de ces segments, qu'on l'appelle un clan, un lignage, un aïlou, un calpoul, etc., est lui-même une association composite où prennent place, à statut égal, des humains et des non-humains, des sites et des divinités, des éléments de l'environnement et des ancêtres. J'avais, dans un deuxième temps, fortement insisté sur le fait que le rapport à la Terre prend un aspect, dimension singulière, dans bien des collectifs analogistes, du fait qu'il est caractérisé par une sorte de souveraineté indirecte et distribuée. Tandis que la terre exploitable, la terre nourricière, la terre agricole en particulier, est sous le contrôle des segments composant le collectif. Le cosmos, quant à lui, la terre avec un T majuscule, la reproduction de ce cosmos, sa fertilité, sont souvent sous le contrôle d'un seul individu, parfois d'un petit groupe. Et lorsque c'est un individu, c'est généralement un roi. Et comme le montre l'exemple des Nyoro, que j'avais évoqué lors de la leçon précédente, dans de tels royaumes, pour reprendre la formule d'un informateur de John Beatty, l'ethnologue qui a décrit le royaume Nyoro, je le cite, « Le roi gouverne les gens gouvernent la terre ». La souveraineté du roi, elle s'exerce sur le collectif socio-cosmique en général, sur l'ensemble des humains et des non-humains qui le composent, et non sur la terre productive qui est sous le contrôle des clans. Et donc le pouvoir d'un individu, parfois d'un petit groupe, il vient des capacités d'intermédiation qui lui sont prêtées et qui le placent dans une position de détachement relatif, ou quelquefois importante, par rapport au collectif, lui permettant à cet individu de fonctionner comme une instance de totalisation. Et c'est par excellence la situation de l'Inca, la situation de Pharaon, la situation d'un roi divin, qui sont vus comme capables de rassembler tous les points de vue diffractés des êtres qui sont subsumés sous eux, d'assurer leur convergence et d'incarner ainsi le collectif qu'ils coiffent. Et ces principes de totalisation, personnifiés, occupent une position paradoxale, j'avais conclu là-dessus, car ils sont à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du collectif. En effet, et afin d'incarner au mieux la dépendance des segments à l'égard
du collectif qui les définit, de la structure générale qui les contient. Le principe de totalisation doit en effet se trouver à la fois au cœur du collectif, et très souvent il en occupe le centre, la capitale en particulier est au centre, et en même temps indépendant des segments qui composent ce collectif. Et l'une des figures classiques que revêt ce principe de totalisation, c'est le roi sacré, dont on va commencer aujourd'hui l'examen. Le premier anthropologue, et c'est l'un des premiers par ailleurs, qui est thématisé et au fond d'emblée qui a fixé les caractéristiques générales du roi sacré ou du roi divin, c'est James Frazer dans son livre Le Rameau d'or. Selon Frazer, le roi divin est réputé détenir dans sa personne et dans son corps, intrinsèquement donc, un pouvoir sur le cosmos et sur les phénomènes météorologiques, tout particulièrement le ciel atmosphérique, pouvoir qu'il exerce volontairement ou involontairement à des fins qui peuvent être aussi bien bénéfiques que maléfiques. Il est perçu comme le centre dynamique de l'univers, pour reprendre la formule de Frazer, et de lui, c'est toujours Frazer qui s'exprime, rayonnent en tous sens des lignes de force, si bien que chacun de ces mouvements exerce immédiatement une influence perceptible sur la nature. Vous noterez que ça correspond exactement à la définition que j'ai donnée des collectifs analogistes. C'est-à-dire qu'il est à la fois le principe de totalisation, non pas simplement d'une petite société ou d'un royaume, mais de l'univers, c'est-à-dire de la totalité du cosmos, qui est donc coextensif avec la société, ou la société coextensive avec le cosmos, et en même temps, il y a cet effet tout à fait caractéristique des collectifs analogistes du rapport entre le microcosme, c'est-à-dire la personne du roi, et le macrocosme, c'est-à-dire le monde. Frazer poursuit, le roi divin est le point d'appui qui maintient le monde en équilibre, un équilibre qui peut être rompu au moindre de ses écarts. C'est pourquoi il doit prendre les plus grandes précautions et toute sa vie doit être réglée de telle façon qu'aucun de ses mouvements ne vienne détruire ou bouleverser l'ordre de la nature. Bref, et dans la mesure où le plus infime des actes du roi divin et le déroulement même de son existence affectent le cours du monde, ils doivent être en permanence rigoureusement contrôlés. Enfin, et ça c'est une caractéristique qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'anthropologie britannique en particulier, parce qu'on l'a mise en doute, alors qu'en réalité elle est parfaitement avérée, le roi divin doit être mis à mort. Il doit être mis à mort lorsqu'il s'affaiblit du fait de l'âge ou du fait de la maladie, afin que le fonctionnement ordonné du cosmos, dont il est le support, ne soit pas mis en péril par son déclin. C'est toujours une correspondance entre microcosme et macrocosme. Alors les formes rituelles et le calendrier du régicide varient selon les monarchies sacrées. La mise à mort, elle peut intervenir lorsque le monarque manifeste des signes de faiblesse, ou bien suite à un désastre cosmique dont il est tenu responsable, ou au terme d'un règne dont la durée aura été fixée par avance. On verra différents cas de ce type aujourd'hui et dans les leçons prochaines. Alors, outre les nombreux exemples provenant du monde entier que Frazer analyse dans Le Rameau d'or, en particulier beaucoup d'exemples qui sont tirés de l'Antiquité circum-méditerranéenne, puisque certains d'entre vous le savent, Le Rameau d'or commence sur le prêtre de Némi, qui, dans le bosquet sacré de Némi, près de Rome, doit tuer son prédécesseur.
Eh bien, outre ces nombreux exemples, la royauté sacrée a été particulièrement bien étudiée en Afrique. Elle y est très souvent le produit, le résultat d'une alliance matrimoniale entre un étranger, un vagabond, un chasseur le plus souvent, familier des animaux, de la forêt, de la brousse, et une femme ou des femmes autochtones issues des clans possesseurs de la terre agricole et qui se sont, ces clans, assurés le contrôle du sol par l'alliance et l'incorporation, en fait, dans les segments, avec des esprits et des génies locaux. Les exemples en sont nombreux, mais l'un des cas les mieux décrits, j'en évoquerai plusieurs, mais celui-là, je voudrais m'attarder un moment, c'est celui des Mundang du Tchad, auquel Alfred Adler a consacré une monographie qui est justement célébrée, vous avez la référence bibliographique ici, La mort et le masque du roi, qui date de 1982. Alors, pour montrer que c'est des choses que c'est pas si lointain, puisque Adler a fait son terrain dans les années 70, et le roi Mundang était encore en activité, donc c'est un village Mundang. Voilà un roi Mundang du début du XXe siècle. Et le palais royal, le palais n'en impose pas beaucoup, mais il est essentiellement bordé par des greniers. Et c'est une sorte de fortification faite de greniers qui délimite le palais. Les Mundang, donc, conçoivent l'ordre royal et l'ordre clanique comme des réalités qui se déploient dans deux univers distincts. De fait, il s'agit, c'est la formule d'Adler, d'un État clanique coiffé par un système monarchique. Le royaume est né au XVIIIe siècle et il était, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore fonctionnel à la fin des années 60 et dans les années 70 lors des enquêtes d'Adler. Et il est localisé, ce royaume, autour de la ville de Léré, dans le sud-ouest du Tchad, près de la frontière du Cameroun, où les Mundang sont également présents. En première approximation, on peut se demander pourquoi un système segmentaire, comme celui des Mundang, fondé sur des clans patrilinéaires propriétaires de la terre, aurait besoin d'une monarchie pour fonctionner comme un collectif politique. Parce que, comme c'est le cas avec d'autres systèmes segmentaires en Afrique, l'équilibre des segments exogames, fondé sur le jeu des conflits et des solidarités, de même que l'égalité de ces segments entre eux, fondé sur la transmission au sein de chaque segment, de chaque clan, de droits et de devoirs complémentaires à l'échelle du système, ce jeu-là devrait suffire à permettre, disons, le minimum de cohérence. Parlons pas de cohésion pour ne pas verser dans le fonctionnalisme, mais de cohérence en tout cas nécessaire au fonctionnement du collectif comme un tout, sans qu'il soit nécessaire de superposer un monarque à cet édifice. C'est par les clans, chose classique, que passe l'accès à la terre. Ils sont propriétaires du sol, sur lequel le monarque et les lignées princières n'ont aucun droit. Les clans se présentent donc, selon la formule d'Adler, comme des unités équivalentes. Ils possèdent des fonctions rituelles spécifiques, mais qui sont complémentaires les unes des autres. Bref, comme d'autres collectifs, composés de segments interdépendants et non hiérarchisés, il n'aurait nul besoin d'être coiffé par un souverain. Alors, pour comprendre le rapport
structurel entre l'ordre clanique et l'ordre monarchique, il faut revenir à un mythe de fondation, qui est le mythe de fondation de la royauté Mundang, de Léré. L'ancêtre mythique du roi est un jeune chasseur, Damba, qui est le fils cadet d'un chef d'une ethnie voisine, les Guidars, qui, pour toutes sortes de raisons, est obligé de fuir sa famille. Au cours de ses errances, il arrive dans un territoire contrôlé par un clan Mundang, le clan Kisera, et il rencontre deux jeunes filles qui tiraient de l'eau d'un puits et qui lui offrent à boire. En échange, il leur donne du gibier. Cet échange se répète, de sorte que Damba devient, pour le clan Kisera, un généreux pourvoyeur de viande et il obtient d'épouser les deux jeunes filles. Les anciens du clan organisent alors un combat truqué pour se débarrasser de leur chef au profit du jeune chasseur, le chef étant réputé trop avare et médiocre. Et ce chef, suite à ce combat truqué, qui est évidemment gagné par Damba, ce chef s'enfuit et il est remplacé par celui qui l'a vaincu. Donc on a une alliance matrimoniale fondatrice qui se répète tous les ans à l'occasion de la cérémonie des prémices, durant laquelle le collège des faiseurs de rois s'assemble dans la demeure de l'une des épouses du roi. Il en avait plusieurs centaines, car chaque clan lui fournissait des femmes, donc ils se réunissent dans la demeure de l'une des épouses du roi pour lui apporter des fétiches et des pierres de pluie qui lui serviront à contrôler les forces cosmiques et notamment à faire tomber la pluie au bénéfice de tous. Car comme Fraser l'avait fort bien vu déjà dans Le Rameau d'or, le pouvoir du roi dans la royauté sacrée, il s'appuie au premier chef sur ses capacités magiques, disons, à maîtriser les non-humains, à maîtriser les éléments. C'est un personnage qui est issu de l'ailleurs et qui est marqué par son altérité au regard des autochtones. C'est un solitaire sans affiliation sociale et dont, au fond, l'efficacité rituelle dépend précisément du fait qu'il est un étranger. Il y a des leçons à tirer pour nous. Ayant longtemps vécu dans la brousse, au contact des animaux, au contact de leur férocité prolifique, mais aussi de leur fécondité, bien sûr, le roi fondateur, Damba, est la source donc d'une fertilité dont il fait bénéficier tous ses sujets et que ses successeurs, dispensateurs d'abondance, incarnent également. Cette puissance génésique place le roi en dehors de la parenté. Au moment de son intronisation, par exemple, il doit se séparer de sa mère, ses frères quittent la capitale, sa famille est dispersée. Il est hors parenté. En outre, pour perpétuer l'alliance inaugurale entre les clans et le roi, et pour ne pas déséquilibrer en faveur d'une faction le pouvoir, non seulement tous les clans doivent-ils donner des épouses au roi en échange de sa fécondité cosmique, mais encore aucun clan ne doit se lier de façon privilégiée au souverain. Et c'est ainsi, par exemple, aussi que les lignages royaux, donc ceux qui descendent de la nombreuse descendance du roi, une centaine de femmes, se dissolvent au fil des générations, les descendants des fils de rois perdant peu à peu leur statut, et c'est un processus d'extinction des lignées de souches royales qui prévient la constitution d'une aristocratie qui pourrait déséquilibrer la complémentarité entre l'ordre clanique et l'ordre royal. Donc le roi, il est seul face à tous. Alors c'est vrai qu'il est à la tête d'une bande armée, si on peut dire, et qu'il a le droit, dans certaines limites, de se livrer au pillage. Mais il est en quelque sorte
exaucé hors du collectif, isolé dans son palais, et surtout condamné à un règne assez bref, puisque le monarque était, semble-t-il, exécuté après une dizaine d'années de règne. L'association du roi Mundang avec le soleil est aussi un symbole de la puissance solitaire qu'il représente. Car le roi n'est pas seulement, dans le cas Mundang en tout cas, un faiseur de pluie. Il est le dépositaire unique d'une force vitale exceptionnelle, étrangère à toute instance humaine, dont le rayonnement solaire est la manifestation la plus visible. Une légende, Mundang, rapporte en effet comment un petit enfant, le fils d'un roi, subtilisé à sa mère par des coépouses jalouses et abandonné dans la brousse, fut recueilli par Soleil et élevé par Lune avant d'être recueilli par le roi son père qui en fit son héritier. Et c'est le caractère féroce au fond de la royauté qui est souligné par cette association solaire, plus particulièrement par la capacité qui est prêtée au roi d'empêcher la pluie de tomber. Non seulement c'est un dispensateur de bienfaits, mais c'est aussi quelqu'un qui peut, s'il est mécontent au fond de la situation qui lui est faite par ses sujets, empêcher la pluie de tomber, et surtout empêcher la pluie de tomber au bon moment. Il est de fait le maître du climat. Donc les responsabilités sont ainsi partagées et complémentaires. Les clans sont propriétaires de la terre, qu'ils contrôlent grâce à leur alliance avec les génies locaux, régulièrement entretenus par des cérémonies, tandis que le monarque, cosmocrate, est in fine la condition de la fertilité du sol sur lequel il n'a aucun droit. Et il est la condition de cette fertilité en assurant l'avenue des pluies nécessaires au cycle agricole ou, s'il est mal luné, si on peut dire, en prévenant leur survenue. La dissociation entre la terre et le corps du souverain est systématique et minutieuse. Par exemple, son cadavre ne peut être enterré, car il stériliserait la terre. Ses os sont jetés dans une rivière en crue afin d'être évacués le plus loin possible. De son vivant, il n'a même pas le droit de marcher pieds nus sur la terre. Maurice Ockart, dont je parlerai un peu plus tard, grand anthropologue anglais, avait déjà lié l'invention de la chaussure, non pas à des fonctions utilitaires, mais précisément à la figure du roi divin, à cette nécessité que le roi divin a de ne pas fouler le sol de ses pieds nus. Il ne doit avoir aucun contact direct. Donc cette obsession, en somme, de séparer le roi de la terre est manifeste, non seulement chez les Mundang, mais en général dans toutes les royautés sacrées. Donc dans le royaume de Léré, personne n'exerce une autorité politique et rituelle absolue sur la terre. La terre, elle appartient, sur la base d'une égalité stricte, aux clans autochtones qui ont conclu un pacte d'occupation avec les esprits du lieu, et les représentants de ces clans qui forment ce qu'on appelle le collège des Asae, c'est-à-dire les excellents, ce sont les maîtres de la terre et les faiseurs de rois. Quant au roi, il exerce son autorité sur un espace extérieur à la juridiction des clans. Un espace dans lequel, avec l'aide de son petit groupe de guerriers qui sont attachés au palais royal, il se procure des richesses par la violence, sans jamais pourtant interférer avec les affaires des clans. Le domaine du roi n'est donc pas la terre, mais le ciel atmosphérique sur lequel il exerce un pouvoir qui lui permet de contrôler la fertilité et la fécondité du royaume. Il est littéralement hors sol, un astre unique et solitaire, n'appartenant à aucun clan, coupé des liens de parenté, à la tête
d'une vaste communauté polygame qu'il féconde de sa semence, sans être pour autant engagé dans aucun échange matrimonial. Alors, le roi divin constitue une forme originale de l'expression politique, car s'il est parfois doté de grands privilèges, notamment d'exercer la violence sans risque de représailles, il ne peut, ou il peut rarement convertir ses prérogatives en l'assise d'un pouvoir despotique. D'une part, parce qu'il n'a aucune souveraineté sur la terre qui lui permettrait de la transformer en source de rente. D'autre part, parce que son pouvoir est aussi borné dans le temps et qu'il n'a pas les moyens de constituer une aristocratie permanente en mesure de l'appuyer dans l'édification d'un pouvoir personnel. Il ressemble donc au despote, parce que c'est un individu investi d'un pouvoir hors du commun face à l'ensemble de ses concitoyens, mais il n'a nullement le pouvoir du despote d'obtenir, par exemple, des redevances de ses sujets, ou même de les faire travailler pour lui, et aucune compensation matérielle ne lui est versée lorsqu'il fait advenir la pluie. Il est tout à fait extérieur au circuit des échanges, et c'est quasiment à son insu, d'une certaine façon, que son corps magnifique dispense les bienfaits climatiques nécessaires au bien-être des habitants du royaume. Donc cette figure montre aussi, en creux, au fond, par quels moyens on peut convertir ce pouvoir qui est essentiellement magique et religieux en un pouvoir effectif. C'est essentiellement en s'assurant d'une façon ou d'une autre un contrôle sur la terre, c'est en s'assurant aussi la possibilité d'extraire un surtravail ou un surproduit du travail de la terre par les sujets, et en s'engageant dans des échanges plus ou moins fictifs, mais en tout cas présentés comme tels, avec ces sujets, trois conditions donc, dont on verra au fil des leçons, qu'elles ont permis à des rois divins de transformer une position de prééminence en un véritable pouvoir politique. Une autre figure classique du roi divin est en réalité celle d'une reine, la reine de la pluie, des Lovdou, Lobédou, du Transvaal, qui est bien connu grâce aux travaux de Eileen et Jack Krieger dans une monographie classique qui s'appelle The Realm of a Rain Queen. Le royaume Lovedou fut constitué au début du XVIIe siècle par un clan issu de l'empire du Monomotapa et dirigé jusqu'en 2005 par une dynastie de femmes héritant du pouvoir en ligne matrilinéaire, les Mojaji, dont l'attribut le plus caractéristique était de faire tomber la pluie et de garantir la succession régulière des saisons. Je vous ai mis une photo pour vous montrer que ça continue, bien que le pouvoir de cette jeune femme ne soit plus celui des reines qui lui avaient précédé, mais c'est encore une institution qui s'est maintenue. La reine de la pluie tient son pouvoir des magies qu'elle garde enfermées dans des pots, mais ces magies n'opèrent que si la reine est en bonne santé, si son corps est exempt de tout défaut, et lorsqu'elle sent ses forces l'abandonner, donc caractéristique de la royauté sacrée, elle initie au secret rituel la dauphine qui est désignée par le conseil royal, puis elle se suicide en absorbant un poison. Et comme tous les rois divins, donc, sa capacité à influer sur le cours du monde et sur les événements atmosphériques
positivement ou négativement, est entièrement dépendante, cette capacité, de sa santé physique. Donc, pour revenir encore, j'insiste là-dessus, selon la figure analogiste classique de la correspondance entre l'état du microcosme et l'état du macrocosme, le corps de la reine de la pluie, est l'indice de la santé cosmique et de l'état politique du royaume. En lui et par lui, l'ordre est maintenu, ou bien, à l'inverse, le désordre fait irruption. Ce pouvoir magique, il est donc aussi un pouvoir politique, car le culte des autels de pluie n'est pas réservé aux grandes cérémonies annuelles, où sont accomplis les sacrifices pour les récoltes. Il n'est pas réservé aux circonstances exceptionnelles, où il s'agit de lutter contre la sécheresse. Le culte, il est entretenu de façon permanente, car c'est de façon permanente qu'il faut maintenir l'équilibre social et politique du royaume contre les dangers qui le guettent, la sorcellerie, la souillure, l'inceste, les crimes, etc. Comme chez les Mundang, en outre, le monarque divin est l'époux de ses sujets. Alors c'est un peu un paradoxe puisque c'est une reine, mais la reine reçoit des épouses. Elle reçoit des épouses de tous les chefs de district, lesquelles deviennent des sortes de dames de compagnie, attachées à ces personnes, comme l'est une femme à son mari, mais qu'elle peut aussi redistribuer aux grands ou aux notables qu'elle souhaite récompenser ou qu'elle souhaite distinguer. Et de fait, le don de femme à la reine est une sorte de compensation pour la pluie qu'elle fait tomber. Comme le proclame un dicton Lovedoux, le royaume Lovedoux est le pays où les filles et les biens sont à jamais perdus parce qu'il faut les échanger contre la pluie que fait la reine. Et l'alliance mystique entre la reine et les hommes du royaume par l'intermédiaire d'un échange de femmes contre de la pluie consolide ainsi dans un même collectif ordre social et ordre cosmique, contrôle des humains et maîtrise des non-humains. Pourtant, contrairement à ce que l'exemple Mundang ou l'exemple Lovedoux pourrait laisser penser, la figure du roi divin, comme garant de l'équilibre du monde, n'est pas en soi constitutive de l'État. En Afrique en particulier, des personnages analogues remplissent tout à fait la même fonction dans des collectifs acéphales ou des collectifs qui sont coiffés par des autorités sans grand pouvoir. C'est le cas par exemple des Lugbara d'Ouganda, dont John Middleton a étudié la religion, un monographie classique qui s'appelle Lugbara Religion, mais aussi la figure particulière du maître de pluie. Je vous remets la bibliographie. Les Lugbara sont en effet organisés en clans et en lignages dispersés, sans réelle autorité politique, centralisée. Les décisions politiques sont prises par les anciens de chaque lignage et ne s'appliquent qu'aux membres du lignage. Le seul personnage dont l'autorité soit reconnue à une échelle plus vaste, c'est le maître de la pluie. Il y en a un pour chaque sous-clan, mais cette autorité, elle est purement rituelle. Le maître de la pluie officie dans un espace qu'on appelle le bosquet sacré de la pluie. C'est un morceau de brousse qui est situé au cœur des cultures, qui est appelé le vagin du monde, où il est le seul à pouvoir pénétrer. Donc, l'idée de fertilité est bien présente. Et dans les cas les plus dramatiques de sécheresse, le maître de la pluie devait procéder à un sacrifice humain au bénéfice de la divinité créatrice, Adroa Ba Obapiri, et c'était une opération qui était vue de fait comme un auto-sacrifice.
car, comme l'explique fort bien Middleton, c'est le maître de la pluie lui-même qui est appelé à mourir pour se métamorphoser en un léopard divin qui se transforme lui-même en pluie. Autrement dit, c'est son corps, c'est le corps du maître de la pluie qui est l'instrument de la pluie. Tout comme le roi divin doit être tué dès que ses forces déclinent, le maître de la pluie, Lugbara, doit mourir symboliquement pour que la pluie advienne. Mais cela dit, la sacralisation de ce personnage, qui est indubitable, ne lui confère aucun pouvoir coercitif, elle lui donne une autorité morale qui lui permet de régler les différends entre individus et entre lignages, comme elle lui permet aussi de servir de médiateur dans les conflits avec les étrangers. Et c'est exactement le même mécanisme que décrit François Héritier chez les Samo du Burkina Faso. Les Samo sont eux aussi organisés en communautés villageoises, autonomes, sans chefferie centralisée, mais qui se structurent dans des fédérations grâce à des liens d'alliance matrimoniale et grâce à des pactes de défense afin d'assurer leur protection mutuelle contre de puissants voisins. Or, ces fédérations sont placées sous l'égide des détenteurs de la charge rituelle la plus éminente, les maîtres de la pluie, ou, comme on les appelle en samo, lamutiri. Comme l'écrit Françoise Héritier dans un article auquel je fais référence ici, La paix et la pluie, qui était paru dans la revue L'Homme en 1973, je la cite, l'amutiri représente le bien commun, c'est-à-dire essentiellement, je cite toujours Françoise Héritier, la pluie, la concorde, l'absence de malheur. Et c'est une charge très lourde et que l'on ne peut récuser. Le lamutiri est éloigné du commun des mortels et sa vie est enserrée dans un dense réseau d'interdits. Il ne doit pas quitter son village. Là encore, il ne doit pas fouler le sol de ses pieds nus. C'est vraiment quelque chose qui est une constante de ses fonctions rituelles et liturgiques de maître de la pluie. Il ne doit pas courir, il ne doit pas manger certains aliments. Les Samo disent qu'il est chaud. Et comme le dit Françoise Héritier, c'est qu'il est perçu comme le point élevé, je la cite, dont la tête dégage la chaleur qui attire l'humide, la condensation atmosphérique et la pluie, mais il est aussi le bouc émissaire, celui qui prend sur ses épaules la responsabilité du mal survenu dans le village et des échecs dont la cause principale est la mauvaise qualité de sa tête. Comme le note Alfred Adler dans un article « Faiseur de pluie, faiseur d'ordre », où il commente le cas Samo, tous les attributs du roi divin, selon Fraser, se trouvent rassemblés dans cette description du maître de la pluie chez les Samo. Autrement dit, ce qu'il y a d'essentiel dans la royauté divine ou sacrée est indépendant de l'étendue des pouvoirs politiques effectifs de ceux qui l'exercent, et donc indépendant du caractère étatique ou non de l'organisation politique. Le maître de la pluie, le contrôleur du monde, le cosmocrate, chacun remplit ses fonctions de la même façon, avec les mêmes charges, avec les mêmes responsabilités, dans une société lignagère acéphale et au sommet du royaume des Lovedu. Alors évidemment, ceci pose plusieurs questions, mais en tout cas deux principales. D'une part, peut-on dire que le roi divin est à l'origine de l'État, comme une forme d'autorité centralisée exerçant le monopole de la violence,
Et si c'est le cas, à quelles conditions peut-on passer d'une figure qui est le simple représentant du bien-être de sa communauté, mais qui n'exerce pas de pouvoir effectif, comment peut-on passer de cela à la figure d'un roi exerçant une réelle souveraineté sur ces sujets? Je traiterai les deux questions tour à tour. La première, sur la question de l'origine de l'État, est-elle à voir dans la royauté sacrée? Elle demande que l'on discute les thèses de quelqu'un que j'évoquais tout à l'heure, qui est Maurice Ockart. La deuxième question, elle demande que l'on discute les thèses de Pierre Clastres sur l'origine de l'État. Alors c'est un peu un paradoxe, puisque Pierre Clastres est un spécialiste de ce qu'il appelle les sociétés indiennes, donc ce n'est pas du tout des collectifs analogistes, ce sont des collectifs animistes au sens où je les entends, mais comme vous le savez peut-être, Pierre Clastres a développé une théorie de l'origine de l'État en creux, si je puis dire, dans laquelle, au fond, les sociétés que moi j'appelle animistes auraient développé des mécanismes de prévention de l'émergence de collectifs analogistes et notamment de prévention de l'émergence du pouvoir coercitif. Il faut donc discuter cette thèse aussi, mais je le ferai ça dans la prochaine leçon. Là, je voudrais surtout parler des thèses de Maurice Ockart. Maurice Ockart, c'est un personnage un peu à part dans l'anthropologie britannique. C'est quelqu'un qui, tout en ayant une expérience de terrain d'ailleurs assez multiforme, puisqu'il a travaillé à Fidji, il a fait du terrain à Ceylan aussi, il a eu une carrière qui s'est déroulée pour l'essentiel hors du Royaume-Uni, n'a jamais eu de poste au Royaume-Uni, il a terminé sa carrière comme... il a été fonctionnaire de l'administration coloniale britannique, et puis il a terminé sa carrière comme professeur d'anthropologie à l'université du Caire. Mais surtout, il se distinguait de l'anthropologie britannique habituelle en ce que, à la différence du courant fonctionnaliste dominant dans les années 30, qui, au fond, procédait à partir de généralisation, d'induction à partir de matériaux ethnographiques qui sont recueillis et mis en forme dans des monographies remarquables, dont je me sers ici, à la différence donc de la façon dont procédaient ses collègues au Royaume-Uni, donc par induction généralisatrice, lui était plutôt proche au fond des thèses de la sociologie française durkheimienne en disant il faut raisonner par hypothèse, donc on pose des hypothèses et ensuite on examine comment ces hypothèses sont validées ou invalidées par les données ethnographiques. C'est ainsi qu'il a procédé pour le thème de la royauté sacrée. Alors, il a écrit plusieurs livres, je vais commencer par celui qui traite le plus directement, au fond, de cette question de la royauté. C'est un livre qui s'appelle Kingship, donc royauté, et qu'il a publié en 1927, et qui propose une étude comparative des cérémonies d'installation, d'intronisation, si vous voulez, de consécration du roi, et qui développe donc l'idée que ces cérémonies suivent un modèle identique et qu'elles sont constituées partout des mêmes éléments. Alors tous les éléments ne sont pas nécessairement présents, mais lorsque l'on les examine toutes ces cérémonies, on trouve en additionnant ces traits 26 caractéristiques dont les principales se décomposent ainsi. Le roi est supposé mourir au cours de la cérémonie et renaître comme un dieu. Il subit une période de réclusion durant laquelle il jeûne, tandis que son peuple observe le silence. Suit une période de désordre rituel, après laquelle le roi revêt une tenue cérémonielle. Il reçoit une onction, une victime est mise à mort, et il est acclamé par son peuple. Il est couronné, et la reine est consacrée avec lui, ça c'est quelque chose qui demeure. Il prend symboliquement possession du monde en montant sur le trône. Il fait 3 pas qui représentent l'ascension du soleil. Enfin,
il s'empare ou il prend possession de son royaume en accomplissant un tour cérémoniel de ce royaume. L'une des thèses principales du livre de Ockart, et c'est sans doute la thèse la plus audacieuse, c'est que le rituel d'intronisation royale constitue le modèle de tous les autres rites, de n'importe quel autre rite. Et tous les autres rites ou sacrements conservent la structure générale ou certains traits particulièrement saillants du rituel d'intronisation royale. Et donc, pour Ockart, l'ordination des prêtres, les cérémonies d'initiation des jeunes gens, le mariage, voire l'emploi du pluriel de politesse, sont dérivés des cérémonies royales. D'où cette affirmation péremptoire qui débute le chapitre 2 de Kingship, je cite Ockart, « La plus ancienne religion dont on ait connaissance est une croyance dans la divinité des rois. » Et il précise évidemment qu'il ne s'agit peut-être pas de la religion la plus primitive, mais de celle sur laquelle on dispose des premières données historiques. Je le cite toujours, « Les sources les plus anciennes actuellement connues nous montrent des hommes adorant les dieux et leurs représentants terrestres, à savoir les rois. » Plus loin, il ajoute, peut-être n'y a-t-il jamais eu de Dieu sans roi, ou de roi sans Dieu. Tout ce que nous savons à présent est que quand l'histoire commence, il y a des rois représentant des dieux. Alors, évidemment, ce qu'il entend par histoire, c'est les premières civilisations pour lesquelles on a des traces écrites, ce qui élimine une partie de l'histoire de l'humanité. Sa thèse, elle est formulée dans un cadre diffusionniste et sous la forme d'un constat. Il ne cherche pas du tout à montrer, au fond, comment le rite royal d'intronisation se serait diffusé, à partir de quel foyer. Quand on est diffusionniste, au fond, c'est la mission qui vous incombe, ça n'intéresse pas. Et il ne cherche pas non plus à montrer pourquoi la royauté sacrée aurait pris d'emblée cette forme et aurait constitué de ce fait l'origine de l'émergence des divinités et plus généralement de la culture. Cette dernière idée d'ailleurs que la liturgie royale, si on peut dire, et l'origine de la culture n'est pas complètement nouvelle. Et Ockart lui-même rend hommage à Fustel de Coulanges et à Edward Hahn pour en avoir été des précurseurs. Fustel de Coulanges pour avoir mis en évidence, comme on le sait, les fondements rituels de l'organisation de la cité antique. La liturgie de la cité antique est une liturgie politique. Et le second, Edward Hahn, qui est un personnage moins connu, un biogéographe allemand, pour avoir développé la thèse que la domestication animale s'est d'abord répandue pour un usage rituel, le sacrifice, avant d'acquérir une dimension principalement économique. Thèse originale et qui a beaucoup de sens d'ailleurs. Dans un autre livre inachevé et publié à titre posthume, Ockart, le livre c'est Social Origins, qui a été publié en 1954, Ockart a rajouté une autre pierre, une dernière pierre, au fond, à l'édifice de la royauté divine, en soutenant sa thèse fameuse que, je le cite, les premiers rois furent des rois morts, c'est-à-dire des victimes sacrificielles. Ce qui entraîne comme conséquence que tous les rites dérivent du sacrifice humain. C'est une idée d'ailleurs qui a été pas exploitée sous cette forme, mais que les chercheurs qui suivent les thèses de René Girard ont évidemment reprise, en particulier
Lucien Scubla, qui a consacré plusieurs articles à cette question. Mais ce qui nous intéresse ici n'est pas cette thèse de l'origine sacrificielle de la royauté ou des rites, de la royauté et des rites. Ce qui nous intéresse, c'est une autre hypothèse de Maurice Ockart, à savoir que la structure des États modernes, c'est une hypothèse originale, elle dérive d'une organisation rituelle, de diffusion mondiale. D'une certaine façon, l'idée étant que la concentration des rituels s'est muée peu à peu en centralisation politique. Et c'est une thèse que Ockart a développée en particulier dans un livre qu'il a publié après Kingship, à peu près 25 ans après, qui s'appelle Kings and Councillors, et dans lequel Ockart affirme en effet que la royauté divine est non seulement la source de la croyance aux dieux et l'origine des formes institutionnelles de la culture, mais qu'elle est aussi le fondement de l'État moderne comme forme de gouvernement. L'idée générale, c'est que si la royauté divine est la forme originale de tous les rituels, alors l'organisation rituelle est la forme, par défaut, de l'organisation étatique. Dans les termes de Ockart, que je cite, quand la société augmente de telle façon en complexité qu'un dispositif de coordination, une sorte de système nerveux est requis, alors c'est l'organisation rituelle qui va peu à peu prendre en charge cette tâche. Autrement dit, l'État et son appareil administratif sont des transformations fonctionnelles des structures rituelles qui les précèdent et qui sont elles-mêmes issues de la royauté sacrée, laquelle, pour Ockart, donc, est une institution originelle qui s'est développée avant l'État, c'est assez logique, on en a vu plusieurs exemples, et dont la finalité n'est nullement de structurer un appareil politique de gouvernement. Donc le roi divin règne, il ne gouverne pas. Il assure dans son corps le lien de son peuple aux forces cosmiques, la perpétuation du cycle des saisons, la fertilité de la terre. Il ne s'occupe pas de régenter les humains. La transition de ce système, dans lequel le roi règne sans gouverner, au système de gouvernement, cette transition, elle s'opère par transposition de la division du travail rituel à la division du travail administratif. Et Ockart voit cette transition comme une évolution en plusieurs étapes. La première, alors il emploie des termes qui étaient en vigueur à l'époque et qui sont un peu flous maintenant. Il voit un passage entre ce qu'il appelle les rites totémiques. Au fond, ce qu'il appelle les rites totémiques, ce sont des rites qui sont liés à des segments de ce que j'ai appelé des collectifs analogiques, c'est-à-dire ce sont des rites qui sont propres à des lignages, à des clans, à des groupes internes au dispositif général et qui visent à en assurer la fertilité, la fécondité, le succès. Donc, passage des rites totémiques aux rites cosmiques. Les rites totémiques, pour Ockart, sont accomplis par chaque clan avec une finalité particulière, donc multiplier les animaux, par exemple, faire tomber la pluie, assurer la fertilité des plantes. Mais ils sont aussi, ça c'est en ça qu'ils sont totémiques, parce que c'est le modèle, évidemment, que Ockart a à l'esprit, c'est l'ethnographie des populations aborigènes d'Australie. Ils sont effectués par chaque clan, mais au profit de tous les autres. Donc chaque clan est spécialisé dans un type de rituel qu'il accomplit au profit de tous les autres. C'est pour ça qu'on peut appeler ça des rites totémiques. Tandis que les rites dits cosmiques,
ont pour objectif d'assurer le bien-être de la société tout entière grâce à l'action rituelle d'un personnage central qui est le roi divin ou le maître de la pluie, lequel est secondé par des assistants qui ont la responsabilité de certains offices et non plus, comme les clans, la charge d'entités spécifiques. Donc dans ce que Ockart appelle le passage des rites totémiques aux rites cosmiques, on passe d'un système, les rites totémiques, dans lequel chaque clan célèbre les mêmes rites que les autres, mais pour des objectifs différents et complémentaires, à un autre système, les rites cosmiques, dans lequel le roi et ses assistants accomplissent chacun un élément d'un grand rituel de prospérité générale. Donc le premier système rituel est polyvalent dans ses fonctions et spécialisé dans ses finalités, tandis que le second type de rituel est spécialisé dans ses fonctions et polyvalent dans ses finalités. Autrement dit, le passage de ce que Ockart appelle des rites totémiques à des rites cosmiques a pour effet qu'un système de solidarité horizontale et décentralisée entre groupes familiaux fait place à un système de solidarité verticale et centralisée, organisée autour du roi et de ses subordonnés. Et la deuxième étape, elle correspond au passage proprement dit entre la division du travail rituel organisée autour de la figure du roi et la division du travail administratif qui peut prendre, par exemple, la forme d'un corps de fonctionnaires gouvernementaux attachés à la personne du roi. Et donc la répartition des tâches entre le roi et ses assistants est censée, au fond, produire la différenciation des pouvoirs politiques, religieux, militaires, juridiques, économiques, sans toutefois que Ockart ne consacre d'analyse circonstanciée à la manière dont cette transition s'opère, ni aux raisons pour lesquelles elle se produit. Dans son livre Kings and Councillors, tout se passe comme si le passage de la division du travail rituel à la division du travail gouvernemental, c'est-à-dire de fait l'émergence de l'État moderne, était un effet mécanique de l'accroissement démographique. Et donc, une sorte de réponse, vous voyez la citation que j'ai donnée tout à l'heure, hein, c'est besoin d'un système nerveux pour mieux intégrer cette diversité de population, donc une réponse au fond à la nécessité de gérer des masses importantes de population dont les dispositifs de solidarité segmentaires, ordinaires, n'étaient plus en mesure d'assurer la cohésion. Or, ça paraît, à mon sens, très douteux. C'est une explication qui est souvent employée. Classe, on le verra d'ailleurs, l'utilise aussi. Car les systèmes segmentaires, c'est-à-dire les systèmes qui sont fondés sur l'opposition et la complémentarité d'unités de filiation et de communautés locales, autonomes, peuvent fonctionner sans aucune autorité centralisée, avec des effectifs considérables de population. Que l'on songe à ces groupes ethniques qui sont devenus précisément les archétypes des sociétés segmentaires dans l'anthropologie sociale britannique et qui ont servi même à définir les sociétés segmentaires, à savoir les peuples nilotiques du Soudan du Sud, les Dinkas, les Nuer, les Chilouks, etc. Les Dinkas, 4 millions de personnes. Société segmentaire, aucune autorité centralisée. Les Nuer, à peu près 2 millions. Même chose. Les Chilouks sont moins nombreux et c'est vrai qu'ils ont un roi sacré qui a d'ailleurs beaucoup inspiré Fraser par le biais des descriptions ethnographiques qu'en a donné Charles Seligman. Et on reviendra longuement sur le cas Chilouk dans une leçon prochaine.
Mais ce roi, il n'est jamais parvenu, en quelques siècles, à transformer sa monarchie sacrée en un véritable système politique de gouvernement. Et j'essaierai de montrer pourquoi dans une prochaine leçon. Alors, la deuxième question, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, à laquelle on voit que Ockart, finalement, n'a pas pu répondre. Quelles sont les conditions ou les circonstances qui rendent possible la conversion d'une figure sacrée qui représente le bien-être de sa communauté, sans être investie d'un pouvoir politique effectif, comme sont les conditions pour que cette figure soit transformée en un monarque véritable qui exerce une souveraineté sur les sujets. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question que Clastres a abordée de façon détournée lorsqu'il s'est demandé pourquoi la figure du chef sans pouvoir n'avait pas été suffisante pour prévenir l'émergence de l'État en Amérique du Sud, puisqu'elle a été suffisante selon lui pour le prévenir dans les sociétés de basse terre, mais pas dans les sociétés andines. Donc en creux dans la question que pose Clastres, il y a la question, bien sûr, de l'origine de l'État à travers précisément cette figure du chef sans pouvoir, ou plus généralement d'une figure qui est séparée du collectif et qui, par la séparation qu'elle arrive à maintenir, peut se convertir en un pouvoir politique coercitif. Voilà, c'est ce que nous examinerons dans la prochaine leçon.